Et bonjour à tous, bienvenue en ce mardi 30 mai 2023. Donc fin du mois de mai, ça y est, on est bel et bien dans l'été. Et c'est pareil pour les marchés actions, où on le voit du coup pour le Fear and Greed Index, on est dans le grid, donc ça va bientôt faire un mois qu'on est dans le grid, donc depuis le dernier FOMC. Donc voilà, ce dernier FOMC, on avait eu une hausse de 0,25%, donc de 25 points de base, qui nous avait fait aussi penser avec le discours que voilà, c'était la dernière des hausses. Donc les marchés actions et le S&P, donc on est là sur le contrat E-mini, qui est le contrat le plus échangé du S&P. Donc ça leur avait permis de continuer la hausse qu'on avait amorcée depuis le bottom d'octobre. Si on regarde cette pattern donc depuis un an avec la résistance annuelle qu'on a juste ici, on peut clairement voir une accumulation donc de pattern de wake-off. Et si on le met du coup, si on l'imbrique dans la pattern de long terme, on voit que c'est une réaccumulation donc pour faire des plus hauts, avec du coup le support annuel qui est la trading range de l'accumulation. Donc ce qu'on peut attendre de ce gros mouvement de marché, c'est un break de la trading range et peut-être donc après avoir break la trading range, revenir sur les niveaux qu'on attend de repasser dessus pour continuation haussière. Mais on regardera les graphes un petit peu plus tard. Pour l'instant, donc le Fear and Greed Index, on est à 66, on se rapproche de l'extreme greed. Il faudrait quand même faire attention, mais je pense que si on va regarder le Fed Watch Tool et on pense que le Fed Watch Tool actuellement avec les équipes est assez biaisé parce que avec le dernier discours qu'on a eu de Powell donc devant la Chambre des représentants, il a eu un discours assez difficile dans le sens où beaucoup l'ont interprété comme possible augmentation des taux. Mais on va regarder au niveau des métriques si c'est possible ou pas. Alors, calendrier économique. Donc ça va être sur le chômage US cette semaine. Donc là, on aura l'indice de confiance des consommateurs. Mais surtout, offre d'emploi Jols, donc le mercredi, donc demain, avec le livre beige et le beige book. Et PMI manufacturier jeudi. Et ensuite, le taux de chômage et salaire non agricole. Donc tout ça, ça va être du coup les dernières métriques qu'on attend, sachant que le CPI, lui, sera donc une journée avant le FOMC. Pardon. Au niveau des résultats des entreprises, on n'aura rien d'important cette semaine. Bon, on aura quelques françaises, on aura Bolloré, on aura EDF, mais bon, sinon, en termes de marché US, on n'aura vraiment pas grand-chose. En termes d'inflation, alors ça y est, on a commencé à arrêter cette chute vertigineuse vers la déflation. Donc elle a été stoppée au 2,84. On va voir pardon, que ça a fait peur à la Fed et que du coup la liquidité de la Fed qui a été sortie des marchés a commencé à se réinvestir. Donc il y a toujours ce paradoxe de voilà énormément de personnes price que donc la Fed va augmenter ses taux, mais en même temps, la Fed, elle, réinvestit de la liquidité sur les marchés. Voilà, on est en train de revenir sur les niveaux de la faillite de Silicon Valley Bank. Mais bon, en tout cas, l'inflation, c'est déjà un danger en moins, qu'on ne parte pas tout de suite en déflation. Vous avez vraiment voilà, ces chutes vertigineuses. Donc en quelques jours, on est passé de 3,85 à 3, donc quasiment une perte de d'1% en quelques jours sur l'inflation, donc c'est en quelques semaines. Donc c'est vraiment dangereux. Mais là, voilà, on voit qu'on a fait un espèce de bottom, donc on est bloqué sur les 3,84, qui est un niveau très acceptable pour une économie surendettée comme les Américains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis le discours de Powell? Bah écoutez, on était passé de 82% des institutionnels qui priçaient le fait que la Fed n'allait pas augmenter ses taux à 66%, 66,6% d'institutionnels qui price que Powell va augmenter ses taux de 25 points de base. Enfin, Powell, la Fed. Donc c'est un gros changement. Donc on a vraiment la majorité qui est passée sur augmentation des taux. Hormis le discours de Powell, je ne comprends pas pourquoi
il aurait la nécessité de refaire une augmentation des taux. On va le voir déjà avec la publication des chiffres de l'emploi cette semaine. On le voit déjà avec Trueflation, qui est un cabinet d'audit qui n'est pas payé par le gouvernement, donc qui sort la vraie inflation, où vous n'avez pas des ratios qui changent tous les 4 matins, histoire de faire en sorte qu'elle soit soit plus basse, soit plus haute. Mais bon, c'est pas l'inflation reportée par le gouvernement. Donc on attend le CPI qui sera du coup le 13 juin. CPI le 13 juin, je pense qu'ils vont sortir une inflation aux alentours des 3%, 3,5, mais voilà, s'ils la sortent à 4, ce sera encore un trop gros spread entre la vraie inflation et l'inflation reportée par le gouvernement américain. Mais en tout cas, en termes d'inflation, il n'y a plus de danger, en tout cas pour l'instant. En termes du chômage, bah écoutez, on avait du coup ce range qui s'est mis en place depuis décembre 2021. On est revenu sur les plus hauts de ce range, donc aux 240 000 demandeurs d'emploi, pardon. On aura aussi cette semaine donc les chiffres avec l'emploi JOLTS, donc demain et vendredi, le taux de chômage et les salaires non agricoles. Donc là-dessus, je pense, hein, pour l'instant, c'est ce que les métriques nous montrent, c'est qu'on a quand même un chômage qui reste assez haut, donc ce qui est une bonne chose pour la Fed pour combattre l'inflation. Donc je ne comprends pas le biais qui peut faire que certains pensent qu'il y aurait une augmentation de taux. À part le discours de Powell qui a eu lieu et qui a vraiment changé le paradigme, je ne comprends pas. Mais bon, après, c'est sûr que ça va bientôt faire 2 ans qu'à chaque FOMC, on a une augmentation de taux. Donc, c'est vrai que ça peut paraître quand même assez déroutant que l'on arrête l'augmentation de taux. Mais je pense que, premièrement, c'est une très bonne période pour le faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas du coup les institutionnels et les professionnels de la finance qui sont sur les marchés. La plupart sont en vacances, donc on va pas avoir d'euphorie massive sur les marchés. Et en plus de ça, on voit que voilà, les métriques qui étaient regardées sont vraiment actuellement dans des zones assez confortables pour l'économie américaine. Mais à ce que je vois, ce n'est pas du tout l'avis des institutionnels. Donc peut-être qu'il y a une métrique que je ne prends pas en compte. Pour l'instant, je ne la connais pas et j'attends du coup le fameux FOMC pour voir si c'était au final de la peur ou si réellement on va augmenter les taux. Au niveau du dollar, alors lui avait fait un beau rebond aussi depuis ce fameux discours. Donc voilà, j'avais dit dans la dernière vidéo qu'on avait un order block ici entre les 104 700 et les 104 300, qui était possible qu'on s'arrête ici pour replonger, ou sinon on allait directement aller au niveau du haut du range, donc au niveau des 105.600. Bah écoutez, on voit que voilà, on a fait une pattern de distribution juste ici avec le BC, AR, UT, hop, UTAD, et là on est sorti de l'UTAD, on commence à chuter. Donc toujours TradingView qui n'aime pas du tout OBS. Je ne sais pas pourquoi, mais le logiciel TradingView, enfin le logiciel OBS, dès que je l'utilise, TradingView ne répond pas du tout de la même manière que d'habitude. Voilà, donc on le voit ici, on a une pattern de distribution qui se trouve en plus de ça sur le haut du coup de ce range long terme. Donc voilà, on peut le voir ici. Peut-être on aura juste un retour à ce niveau-là, donc au niveau des 103.500 pour un rebond haussier. Et dans ce cas-là, donc les prochaines zones seraient le haut du range, donc à peu près les 105.800 et les 105.300. Donc là-dessus, si on n'aurait pas de break de ce range, ça pourrait être une belle zone pour shorter le dollar. Et en plus de ça, si ce serait du coup au niveau du FOMC, donc qui se trouverait à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant d'imbriquer les deux biais, donc biais baissier sur le dollar après rebond et baisse de taux, enfin pas de hausse de taux sur le FOMC qui pourrait du coup être un autre catalyseur pour faire chuter le dollar. Au niveau des obligations US, pareil, on a du coup terminé de faire la hausse, on est revenu sur le haut du canal baissier, on commence à chuter. Soit du coup, on va réintégrer le range qu'on avait fait du coup depuis le 15 mars 2023, donc entre les 3,60 et les 3,26. Soit du coup, on va ranger pour le coup
au-dessus du canal et rentrer dans une pattern de compression en attendant hausse de taux ou non, qui pourrait du coup permettre d'avoir une indécision sur les taux à 10 ans, à savoir si les personnes veulent se hedger contre cette fameuse hausse de taux ou non. Au niveau du S&P, alors voilà, comme j'ai dit, on est sur le contrat E-mini qui est le contrat le plus liquide. Écoutez, on voit vraiment la pattern d'accumulation. Donc on la voit vraiment ici avec le SC, AR, ST, hop, STB, on prend la liquidité du ST et depuis on est haussier. Malgré ça, on a un gros gap ici avec un order block à ce niveau-là que je pense il est possible qu'on retourne. Du moins j'espère parce que ce serait une très bonne zone d'entrée. Mais pour le coup, ça peut être le cas déjà, donc on peut être en train de faire une pattern de redistribution pour y retourner. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est quand même assez loin, donc les 4000 points, on est déjà à 4200 points. Avec un petit peu de patience, peut-être qu'on y retournerait. Mais bon, si on y retournerait, c'est quand même qu'on aurait un dollar qui serait assez haussier. Avec du coup un paradigme de voilà, donc les actions ne vont pas forcément surperformer. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on reste haussier. On attend du coup de break la résistance annuelle. Pour l'instant, on a déjà break toutes les résistances depuis août 2022. Mais on voit que voilà, dès qu'on a break la résistance, comme très souvent, on a eu donc toute la liquidité haussière, toute la liquidité baissière, pardon, qui s'est activée. Donc il y a eu un rachat des shorts, ce qui a permis du coup de faire une prise de profit pour les longues. Donc voilà, c'est normal que arrivé sur ces niveaux, on ait le prix qui stagne un petit peu parce que vous avez toutes les personnes qui ont longue depuis ce moment-là qui ont commencé à prendre des profits. Ce qui a ouvert un gap, très gros gap ici, donc possible retour au niveau des 4162 points, mais également au niveau des 4100 points. Mais bon, après pour moi, je reste toujours sur le même scénario. La meilleure des entrées serait celle des 4010 points. Maintenant, si jamais on n'aurait donc pas de hausse pendant le FOMC et qu'on se trouverait dans ce niveau-là, j'achèterais très probablement le S&P avec un stop loss du coup au niveau des 4062. Au niveau des liquidités de la Fed, alors comme montré, déjà on a l'overnight repo. Est-ce qu'on a eu des petits mouvements? Alors oui, on a eu enfin des petits mouvements au niveau de l'overnight repo. Donc on a break le niveau des 2200 milliards. On est actuellement à 2189 milliards. Donc voilà, on continue la baisse. On continue d'amorcer la baisse. Donc là, le prochain niveau clé à break, c'est les 2170. Puis ce serait les 2042. Donc une fois qu'on aura break les 2042 000 milliards, là on pourra avoir du coup une vraie réallocation de la smart money sur les marchés des institutionnels qui du coup auront terminé donc tout leur biais d'incertitude qui a été le paradigme de 2022. On voit bien, donc ça a commencé juin 2022, on a eu toute cette hausse des liquidités des institutionnels qui l'ont placé dans l'overnight reverse repo de la Fed, qui est au final le compte de la Fed. Et du coup, la Fed, elle, quels sont ses mouvements de marché? Eh bien, elle continue de réallouer du capital dans les marchés, toujours avec ce paradoxe de, voilà, on va peut-être augmenter les taux, faites attention, mais en même temps, attention, l'inflation commence à vraiment être très très basse, donc peut-être réallouer un petit peu de capitaux pour réinvestir dans les marchés. Et en plus de ça, si jamais on aurait une hausse des taux, du coup, le 14 juin, on pourrait s'attendre à de nouvelles faillites bancaires. Donc là-dessus, on a déjà des liquidités qui sont prêtes et certaines qui sont même déjà revenues sur les marchés. Donc on avait ce canal baissier qui s'est mis en place depuis mai 2022, donc depuis un an. On l'avait break par le haut avec Silicon Valley Bank, sachant que c'était vraiment donc un retour des décisions de la Fed. Donc la Fed avait du coup enlevé quasiment tous ses capitaux, donc on n'avait plus que 5700 milliards de dollars investis sur les marchés. Il y a eu du coup le fameux faillite de certaines banques, Silicon Valley Bank, etc., Silvergate, ce qui a fait que directement elle a dû racheter énormément d'obligations. Là-dessus, on sait que les obligations ont été rachetées, donc ces nouvelles liquidités qui rentrent sur les marchés sont des liquidités qui vont s'allouer soit dans le même paradigme de voilà, on va réacheter les actifs des banques pour les empêcher de faire faillite, soit directement racheter des actions ou du moins des produits financiers pour du coup combattre ce fameux
cette fameuse inflation qui se rapproche très fortement en déflation. Donc très bonne nouvelle pour les marchés que la Fed réinvestisse des capitaux. Là aussi, pardon, on peut voir une sorte de réaccumulation. Mais en tout cas, ce qui est très bien, c'est qu'on ait break ce canal baissier par le haut pour la deuxième fois. Alors ce qui était aussi intéressant d'aller regarder, c'était donc le S&P sur les obligations. Donc là-dessus, vous avez du coup les marchés actions représentés par les S&P face aux obligations. Donc là, on peut voir qu'on avait pareil un gros range qui a été mis en place depuis l'été 2022. C'est vraiment en l'été 2022 qu'on a les capitaux qui ont commencé à être retirés des marchés. Donc là-dessus, on voit que voilà, de base, vous avez beaucoup plus de capitaux qui sont investis dans les actions que dans les obligations pour tout simplement parce que les actions rémunèrent mieux. Mais pour le coup, pendant tout 2022, on a eu une indécision. Donc vous avez soit des capitaux qui étaient investis sur les actions, soit les capitaux qui étaient retirés des actions pour être investis sur les obligations. On a break donc ce paradigme, on l'a break par le haut. Donc maintenant, voilà, on sait que les actions sont celles qui ont gagné du coup cette bataille et que voilà, vous avez toujours ce ratio de 60% actions, 40% obligations qui est certainement revenu. Donc on a du coup des capitaux qui sont revenus vers les actions, soit qui étaient sur des obligations, soit qui étaient tout simplement sortis des marchés. Donc ce qui est aussi une très bonne nouvelle pour le S&P. Au niveau du pétrole, donc le pétrole divisé par l'inflation, là-dessus, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de prix, c'est le pétrole, donc uniquement la demande du pétrole et non pas le pétrole divisé par enfin le pétrole en prix, donc la WTI sur M2. Donc on peut voir qu'on a toujours eu un pic de demande qui a toujours un décalage avec le pic de valorisation des actions. Donc voilà, ici on a eu Covid, donc pic de d'évaluation des actions. Quelques mois après, on a eu pic de sous-demande au niveau du pétrole. Ici, du coup, on a eu en juin 2022 le pic de valorisation des actions. Ici, du coup, en mars, on a eu le pic de la demande sur le pétrole. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, on avait du coup un pic, enfin, on avait pardon le bottom sur les actions qui a été fait, qui a été suivi par le pétrole, mais on voit qu'en réalité, on a refait des plus bas sur le pétrole. Donc, ce qui pourrait nous faire penser que le pétrole est sous-évalué si jamais donc les actions revenaient, enfin l'économie repartait avec ce paradigme de fin d'augmentation des taux et réallocation de capitaux sur les marchés. Là-dessus, ça pourrait refaire partir l'économie, donc refaire partir la demande sur le pétrole qui, pour l'instant, avec le gros spread qu'il y a au niveau des actions, est très clairement sous-évalué. On voit que voilà, ici, en novembre 2021, on avait un très gros spread qui a été directement ravalé, donc quelques mois plus tard. On peut voir ici que le spread aussi commence, sachant qu'on est donc sur le plus bas du canal haussier de la demande sur le pétrole. Donc je pense que à surveiller le pétrole, mais ce sera pour un prochain brief où on regardera donc le prix et les zones intéressantes pour spéculer. Voilà, donc pour rappel, le S&P, on est toujours sur la trading range de l'accumulation qui fait office de résistance annuelle. En attente de break cette résistance, peut-être pour attraper un petit peu de liquidité baissière et revenir sur les zones qu'on attend, mais c'est possible qu'on ne le fasse pas et qu'on revienne directement seulement combler ces gaps et continuer la hausse. Encore une fois, on attend le fameux FOMC du 14 juin. Maintenant que le paradigme de montée des taux, montée le plafond de la dette est terminé. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être à 2-3 jours, je ferai un brief sur le Bitcoin si on a des mouvements intéressants.